Donc effectivement, on enchaîne Ivry, Cesson, Créteil. Et je pense que c'est un mois qui, mine de rien, est important pour nous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Tariq Ayatoun, l'entraîneur du Limoges Handball. Bonjour Tariq, comment vas-tu? Bonjour à tous, mais ça va bien, merci. Tu as passé un bon week-end de Pâques, un bon week-end d'anniversaire? Oui, merci, oui, un bon week-end. Forcément avec une victoire ça aurait été mieux, évidemment, mais non, oui, ça a été, j'ai passé un bon week-end. Bon, alors Tariq, si tu le veux bien, on va débriefer ensemble cette 21e journée de Lidl Star League, une 21e journée qui comptait 5 matchs. Et si tu le veux bien, même si tu nous l'as dit, c'est un petit peu douloureux, on va commencer avec le match qui te concernait directement, donc le Limoges-Nîmes, qui s'est soldé par un score de 21-34. Alors Tariq, pour ceux qui n'ont pas vu le match, que s'est-il passé? Et malheureusement, je crois qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses nous concernant. Voilà, bon, je pense qu'on n'a pas bien abordé la rencontre. Voilà, on va dire que on a fait un match qui vraiment représente pas du tout ce que l'on a pu produire jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive. On avait vécu un petit peu ce genre de choses aussi contre Paris sur le match aller. Mais voilà, malheureusement, c'est un match où le contenu est pas du tout performant. Donc Nîmes, évidemment, étant aussi sur une dynamique de vouloir faire de bons résultats après l'élimination en Coupe d'Europe. Ils se sont bien mobilisés. Je pense qu'ils nous ont très très bien pris. Ils ont été très très agressifs. Ils ont mis énormément d'engagement. Et je pense que dans tous ces ingrédients-là, nous, on n'a pas été capable de les mettre de notre côté. Donc voilà. Et puis c'est vrai aussi qu'on est dans une période un petit peu moins bien actuellement. Donc on essaie de travailler pour essayer de sortir un petit peu de cette période. Alors justement, on était avec Franck Maurice la semaine dernière qui ne tarissait pas d'éloges à ton sujet, de ton groupe, de toi. Il avait observé votre prestation à Montpellier, qui n'avait pas forcément rassuré. Il vous craignait réellement. Est-ce que il nous a cité aussi quelques joueurs, dont Mike Brassler, un excellent buteur, qui connaît bien. Est-ce que ils ont comme ça tactiquement réussi à contrecarrer un petit peu tes plans? Ils vous ont empêché de développer votre jeu et de mettre en course ces buteurs comme Mike? Oui. Mais en fait, ce qui est un peu gênant pour moi, c'est presque au-delà du tactique. C'est-à-dire que je pense que véritablement, les ingrédients primordiaux que l'on met initialement dans une rencontre de ce genre, je reviens sur ça, sur l'engagement, sur l'agressivité, sur notre capacité à gagner des duels aussi. Et je pense qu'on n'a pas été du tout performant à ce niveau-là, et peut-être pas suffisamment bon aussi psychologiquement. Alors ça vient peut-être aussi avec la suite de résultats négatifs qu'on a eu depuis quelques temps. Donc je pense que déjà eux, sur les ingrédients essentiels, ont été bien au-dessus de nous. Et juste avec ça, ils ont réussi en vérité à nous faire déjouer. Je parle pas d'investissement parce que les joueurs sont investis, c'est pas la problématique, mais c'est vrai aussi que quand on est vite en échec par rapport aux ingrédients primordiaux, mais derrière, je veux dire, faut pas manquer de respect à ce niveau de jeu, et je pense que Nîmes ne nous a pas manqué de respect du tout. Et donc dès qu'on n'est pas dans l'engagement, dans l'agressivité, dans les choses qui sont simples, mais on prend vite l'eau. Et au bout de 10-15 minutes, on s'est retrouvé à faire un petit peu la même chose qu'au match aller, ou la même chose qu'à Paris, c'est-à-dire faire de la gestion d'effectifs, en fait. Voilà, donc on en est conscient. On essaye d'y remédier, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Après, j'essaye aussi de relativiser. Il le faut, je pense. Mais parce que je pense aussi que c'est pas facile d'aborder aussi ce genre de match face à des équipes comme Nîmes, comme Montpellier la semaine d'avant, parce que ce sont de très grosses équipes, à mon sens. Et je pense que là, ils nous ont montré l'écart qu'il y avait véritablement entre une équipe qui me semblait être une équipe du top 5 de niveau européen et nous. Voilà, donc pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore au niveau, mais on doit travailler, on y arrivera, je l'espère, un jour ou l'autre. Mais voilà, je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Aujourd'hui, les confrontations directes qu'on a eues face à toutes les équipes de haut de tableau ne se résument pas qu'à celle de Nîmes. Si je prends le top 5, on a eu Nîmes, où ça a été dur 2 fois, on a eu Paris, Montpellier, mais on a fait, je pense, une bonne rencontre contre Nantes, on a fait un bon match nul contre Aix. Et je pense qu'il faut aussi peut-être que l'on se contente de se dire que déjà on a accroché 2 équipes sur 3 du très haut de tableau, qu'on s'en contente à très court terme.
mais il faut que l'on travaille pour avoir des contenus qui nous permettent d'avoir des écarts moins importants contre ce style d'équipe. Alors justement, tu disais que vous êtes sur une série de 4 défaites consécutives. Alors au-delà du plan comptable qui compte, mais est-ce que ça a un impact sur le moral ou la confiance du groupe? Je mentirais que de dire que ça n'a pas d'impact. Ça en a forcément, même si quand on regarde le contexte, on a perdu 2 matchs d'un but contre Tremblay et contre Chambéry, 2 équipes. On aurait pu peut-être arracher 1 point sur une des 2 rencontres, voire 2 points. C'est le genre de match qu'en première partie, on gagnait d'1 but plutôt que de les perdre d'1. Et après, le calendrier faisant qu'on jouait ensuite de 2 très grosses cylindrées de notre championnat, fait qu'on tourne à 4 défaites. Maintenant, je vais être très honnête, je préfère être dans notre position, où aujourd'hui, on a la chance de pouvoir essayer, on va dire, de gérer cette situation un peu plus difficile, mais quand même dans de la sérénité, parce qu'on n'est pas en danger sportivement par rapport à une descente. Bien sûr. Mais comme toujours, on reste tous des compétiteurs, que ce soit nous, que ce soit nos dirigeants, on a toujours envie de faire mieux, et donc on ne se contente pas de se dire que ce n'est pas grave, il faut que l'on continue de travailler, il faut que l'on recommence à gagner le plus vite possible. Voilà, mais parfois ça prend un petit peu plus de temps, donc on va essayer de faire en sorte de... La suite du calendrier, mais Oui. on disait, il y a eu 4 autres matchs ce week-end, Tariq. Quel est le match qui t'a le plus marqué, le résultat qui t'a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, c'est je trouve la très bonne victoire de Cesson à Tremblay. Même si la victoire de Créteil contre Toulouse est plutôt intéressante aussi, mais Créteil est dans une bonne passe, Toulouse un petit peu moins, donc c'est pas si surprenant. Par contre, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à voir Cesson gagner à Tremblay, et je trouve que c'est un très beau résultat pour Cesson, parce que je trouve que Tremblay quand même... Décembre, on le rappelle, donc effectivement, c'est la belle opération. Ouais. Ouais, tout à fait. Et Tremblay était dans une bonne période depuis le mois de janvier. Je trouve que c'est une équipe qui a vraiment reprogressé de manière flagrante. Donc voilà. Alors c'est étonnant, oui et non. Cesson, je pense, travaille aussi. À un moment ou à un autre, leur série allait finir par s'arrêter. Voilà. Donc je pense que c'est un beau résultat. Alors Créteil, tu l'as dit aussi, sort de la zone rouge avec sa victoire sur Toulouse 25-24. Alors malgré, figure-toi, que le meilleur buteur de la journée soit du côté de Toulouse, ainsi que le meilleur gardien de la journée, César de Almeida, avec 17 arrêts, ça veut dire que le niveau remonte un petit peu en bas de classement. Qu'est-ce que tu penses du niveau de ces équipes-là qui se battent pour le maintien actuellement? En fait, je pense surtout que la première moitié de saison, elle n'est pas du tout révélatrice finalement par rapport au niveau de toutes ces équipes. Et je pense qu'elles sont en train de le montrer et de le prouver. Alors, bien sûr, on a toujours dit depuis le début de la saison, c'est une saison particulière. Il y a eu beaucoup de coupures. Peut-être que maintenant, il y en a un petit peu moins, que certaines équipes commencent finalement à trouver leur rythme. Ce sont finalement les équipes qui ont été peut-être le plus impactées en première partie de saison par le Covid, qui maintenant le sont un petit peu moins et qui commencent à trouver du rythme. Mais je pense qu'il fallait pas se fier complètement à cette première partie de saison vis-à-vis de ces équipes, parce que encore une fois, il faut pas manquer de respect à ce niveau de jeu, parce que je sais que c'est très dur, un niveau de jeu qui est très difficile, très relevé. Et je prends encore l'exemple de Créteil qui était à 2 doigts d'aller arracher 1 point ou une victoire à Montpellier il y a encore quelques semaines. Je pense à Ivry contre Paris. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs, mais je pense que maintenant, ces équipes-là qui aussi jouent leur vie, abordent aussi les rencontres avec le couteau entre les dents. Donc, ce sont des matchs qui, peu importe l'adversaire, vont être très difficiles. Alors ça tombe bien parce que vos prochains adversaires, ce sont Ivry, Cesson et Créteil dans les prochaines semaines, avec un Ivry-Tremblay qui devrait se jouer demain soir. Un match qui va t'intéresser, je suppose? Oui, bien sûr. Je vais regarder ça avec attention, même si il y a déjà eu d'autres matchs, donc on a travaillé sur d'autres matchs. Mais oui, on va regarder ça. Mais encore une fois, Ivry, c'est une équipe qui refonctionne bien depuis la mi-saison. Enfin, depuis janvier. Voilà, qui a réussi quand même à faire de belles performances contre certaines équipes comme Paris, Nantes, Montpellier, qui a recommencé à prendre des points, qui a de nouveau engrangé de la confiance. Donc effectivement, on enchaîne Ivry, Cesson, Créteil. Et je pense que c'est un mois qui est, mine de rien, important pour nous. Important pour nous parce que
Nous, on a besoin de points, mais on sait aussi que dans le dernier tiers de championnat, les équipes qui jouent leur maintien, ce sont des équipes qui sont capables de tout. Donc voilà, je pense que ces confrontations vont aussi nous montrer aussi notre capacité à bien nous remobiliser mentalement. Intéressant, ça va être des matchs passionnants. Autre résultat du week-end, la victoire de Montpellier sur Chartres 31-28. Est-ce que tu serais plutôt du genre une victoire maîtrisée de Montpellier, la logique est respectée, ou Chartres qui ne perd qu'avec 3 buts d'écart, ils se sont bien battus, ils auraient pu créer l'exploit? Je pense que c'est un peu des deux. Je vais couper la poire en deux, mais c'est un petit peu des deux. Je pense que Montpellier, malgré tout, maîtrise les choses. Et on peut vraiment parler de maîtrise parce que Montpellier, avec le rythme très élevé qu'ils peuvent avoir, avec l'enchaînement des compétitions, parce qu'il faut penser à ça aussi. On parle de championnat, mais il ne faut pas oublier que ces équipes, comme Montpellier, enchaînent les matchs avec aussi beaucoup d'enjeux. Ils sont allés jouer à Schaffhausen. Ils ont enchaîné avec le match de Chartres sans rentrer chez eux. Donc ce sont quand même des équipes qui sont hyper sollicitées et physiquement et psychologiquement. Il y a la notion de rythme, mais il faut quand même penser qu'il y a la notion de fatigue. Et c'est pour ça que je pense que quand même Montpellier reste quand même une équipe qui maîtrise beaucoup les choses. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a quand même un moment aussi de la fatigue et de la faiblesse. Donc Chartres aurait peut-être pu réussir à accrocher quelque chose. Mais ce qui est dur avec Montpellier, c'est qu'il faut toujours, il faut presque être tout le temps sur régime pour réussir à les accrocher et espérer avoir un money time intéressant. Mais voilà, donc c'est toute la difficulté et c'est pour ça que Montpellier aujourd'hui est difficile à accrocher, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais je pense que Chartres a fourni une belle prestation. Là, tu parlais du rythme effréné. Est-ce que une des raisons qui pourrait expliquer que Montpellier est solidement accroché à sa deuxième place, ce serait que contrairement à Nantes, il ne joue, on va dire, que le HL, alors que Nantes enchaîne des gros matchs de Ligue des Champions? Est-ce que ça peut être une partie de l'explication? Ça peut, mais il y a quand même un rythme qui reste toutefois soutenu. Les confrontations, on ne peut pas dire qu'ils ont gagné beaucoup de matchs facilement en ayant la capacité à faire tourner. Ils ont quand même beaucoup de blessures. Donc, non, je dirais qu'il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile en vérité par rapport à ça. Donc, non, je pense que ça reste la Coupe d'Europe. Hein. Ça reste la Coupe d'Europe. Donc, non, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe EHL, même si effectivement la Ligue des Champions est certainement plus relevée en termes de niveau, mais je pense que c'est tout aussi difficile. Et alors enfin, dernier résultat du week-end, c'est la victoire de Paris 34-23 face à Chambéry. Alors Paris, seul en tête, seul au monde. Qu'est-ce qui t'impressionne dans l'effectif parisien? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier ou autre chose? Non, un joueur en particulier, non. Je pense qu'il y a quand même une vraie capacité de Paris à utiliser toutes ses armes. En termes d'effectifs, sur le plan tactique aussi, parce que c'est une équipe qui change quand même beaucoup, qui défend régulièrement étagé, qui défend régulièrement en 0-6, qui défend régulièrement aussi avec des joueurs qui ne sont pas toujours au même poste défensif. C'est une équipe qui intègre aussi quand même pas mal de jeunes, je pense, on l'a vu depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est une équipe qui, je pense, qui vraiment maîtrise les choses dans notre championnat, qui a beaucoup de qualités individuelles, même chez les plus jeunes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ils sont largement à leur place et ils vont être difficiles à détrôner, même si Montpellier est pas si loin finalement au classement. Donc ça peut peut-être permettre d'avoir des oppositions qui vont donner peut-être une chance à Montpellier, mais c'est vrai que cette saison c'est difficile d'imaginer que Paris ne va pas terminer premier, mais tout est possible. Le calendrier, l'enchaînement, des blessures, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette saison un peu particulière. Bien sûr. Et alors, Tariq, si on devait te demander de nommer 3 joueurs qui t'auraient marqué au mois de mars et 3 joueurs qui pourraient être soumis à l'élection du joueur du mois, tu penserais à qui? Alors, moi, j'en citerai 3. Alors, c'est pas forcément que lié aux statistiques et au niveau, mais je citerai Ewan Kervadec, je trouve, qui a fait une série là, de quelques matchs qui était vraiment très intéressante. Je trouve qu'il a été très très bon. Et je ne le dis pas uniquement parce qu'il s'est engagé chez nous Voilà. la saison prochaine, voilà. Mais je trouve qu'il a fait un beau mois de mars, un bel enchaînement de rencontres, que ce soit offensivement mais aussi défensivement. Ensuite, Kylian Villemino, qui en l'absence de Simonet, même si Simonet est revenu depuis quelques temps, mais je trouve que Kylian Villemino a enchaîné aussi beaucoup de très belles prestations
Et avant, il ne défendait pas énormément, mais maintenant, il est aussi sollicité en poste 2 et je le trouve très performant depuis pas mal de temps. Et puis, en troisième, alors là, c'est vraiment pas lié aux statistiques, mais c'est lié à ce que peut amener ce joueur, c'est Benjamin Gallego. Parce que je trouve que dans l'enchaînement des matchs, dans le rythme, dans ses performances individuelles et sa capacité à se mettre à disposition de son équipe partout, quoi. Partout, demi-centre, arrière-gauche, arrière-droit, pivot, défenseur, il défend partout, il défend en poste 2, il défend devant sur la 2-4, en Coupe d'Europe, en championnat. Donc voilà, je trouve que ça a été un atout, à mon sens, primordial pour Nîmes sur ce dernier mois. Alors, il est depuis longtemps, mais voilà, mais je voulais souligner un petit peu aujourd'hui. Je crois que Franck Maurice disait volontiers que s'il devait laisser les clés du camion à un joueur, ce serait effectivement à Benjamin Gallego qui, comme tu le disais, prend ses responsabilités où qu'il soit. Tout à fait. Pour terminer, Tariq, on va jeter un petit coup d'œil au classement. Le classement avec Paris en tête, on disait, mais on commence à faire des petits calculs et à faire un classement un petit peu différent au nombre de points gagnés par match. Et dans ce cas-là, vous seriez 6e. Chambéry passerait devant Saint-Raphaël et enfin Istres serait 10e devant Dunkerque et devant Chartres. Qu'est-ce que tu penses de ce classement? Quelles sont les surprises peut-être et quels seront les enjeux de ces prochaines semaines? Les enjeux, il va y en avoir beaucoup. Et ce qui est difficile à lire sur les semaines à venir, c'est que beaucoup d'équipes vont enchaîner beaucoup de matchs en peu de temps. Dans les 4 semaines qui arrivent, je crois qu'il y a des équipes qui vont jouer pas moins de 7 ou 8 matchs. Donc, est-ce que ces équipes qui n'ont pas eu l'habitude jusqu'à aujourd'hui quasiment d'enchaîner tous ces matchs vont réussir à tenir le rythme? Donc encore une fois, j'en reviens aux blessures, j'en reviens à la capacité à avoir des effectifs qui puissent tenir la route sur ce rythme-là. Maintenant, le classement... forcément, il y a quelques surprises. Bon, je pense qu'effectivement, on en fait partie, même si je pense que, encore une fois, on est plus, nous, une confirmation positive plus qu'une surprise. Mais ce qui va être intéressant, c'est que finalement, le classement peut être chamboulé dans les semaines à venir. Il y a des équipes qui, finalement, peuvent engranger énormément de points en très peu de temps, et qui peuvent complètement renverser ce classement. Mais la difficulté, c'est de savoir aussi s'il ne va pas y avoir d'autres reports, encore une fois, et quelle lisibilité on va avoir de la fin de la saison. Donc, le classement actuel reste, je pense, un classement assez cohérent pour le moment. Mais je pense qu'il peut y avoir encore pas mal de petites surprises. Ce mois d'avril peut être révélateur de bien des choses. Tariq, si on parle de toi un petit peu plus personnellement, tu m'arrêtes si je me trompe, tu as commencé ta carrière à Billières en tant qu'adjoint. Oui. Ensuite, tu as entraîné Amiens, puis Massy, avec une saison en Lidl Star League, une saison qui avait été compliquée, et depuis 2 ans, Limoges, 6e du championnat actuellement. Si on se replonge un petit peu en arrière, qu'est-ce que dirait le Tariq d'il y a 4, 5 ans, 6 ans au Tariq version 2021 qui peut-être va jouer une place européenne en cette fin de saison? Je dirais que, en fait, au final, les expériences qui ne se sont pas forcément soldées par des résultats positifs. Alors, je parle notamment de l'expérience que, même si j'étais adjoint, que j'ai pu avoir à Billère, où tout le monde se souvient de cette saison où ça avait été très compliqué pour nous. On n'avait pas gagné de match, on n'a même pas pris un point. Et que la saison avec Massy, qui finalement avait été difficile sportivement, mais je pense qu'on a réussi à faire bonne figure et à remporter quelques points. Ce sont 2 expériences sur lesquelles je me suis beaucoup appuyé. Et donc, il y a quelques années, si on m'avait dit que j'aurais la chance d'être dans ce projet Limougeot et de faire en sorte de jouer en Lidl Star League une saison, je pense que je me serais envoyé un petit SMS pour me dire qu'il fallait absolument que je prenne en compte un peu ces 2 expériences-là, qui sont hyper importantes pour apprendre à gérer en fait le statut de promu quand on arrive dans ce niveau de jeu, parce que c'est un statut qui est difficile. Et donc encore une fois, c'est un championnat qui est très très relevé, très compliqué. Je pense que personne ne peut dire que c'est un championnat où on a la garantie de se maintenir quand on monte, notamment quand on monte dans une position
après les playoffs ou quand on a été deuxième pour monter. Mais après, sur les autres expériences que j'ai pu avoir, notamment à Amiens sur le secteur amateur, je pense qu'il est important aussi de rappeler qu'on a la chance en fait de faire ce métier. Je dis on, je parle des entraîneurs, je parle des joueurs, évidemment des staffs, parce qu'il faut être conscient aussi qu'on vit des choses que d'autres ne peuvent pas vivre. Oui. Et ce qui m'a Oui, émotionnellement, en termes de relationnel aussi, parce que je pense aussi, je suis adepte de dire que quand on fait un sport co, c'est qu'on aime aussi vivre des choses avec les autres, avec les gens. Encore une fois, tout n'est pas toujours rose. La preuve, nous actuellement, il y a parfois des périodes qui sont un peu plus difficiles, mais je pense qu'il faut savoir s'en servir. Et ce qui m'a vraiment marqué aussi de mon passage à Amiens en N2, N1, c'est ça aussi, c'est l'aventure humaine. L'aventure humaine, et je pense que c'est l'essence même de notre activité. On aime partager, on aime avoir des émotions, et cette année, ce qui est encore difficile aussi, je fais le lien avec le contexte, c'est les émotions et le partage avec le public qui sont malheureusement absents. Voilà, et donc je pense qu'il faut se dire qu'on a la chance de faire tout ça et qu'on espère aujourd'hui que ce soit le plus vite possible une situation qui revienne à la normale. Voilà ce que je retiens un peu de tout ça, mais je pense que toutes mes expériences ont été quelque part positives. En tout cas, je prends tout ce qu'il y a à apprendre dans toutes ces expériences pour essayer de continuer de progresser. Je l'ai souvent dit, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, à corriger dans ma manière de travailler, de gérer, voilà, dans l'aspect tactique, dans plein de choses. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à comprendre et à apprendre. Donc, il ne faut pas lâcher et puis on va poursuivre. Voilà. En tout cas, oui, qu'on ne panique pas à Limoges aujourd'hui. On reste positif, on travaille. Et écoute, Tariq, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. On te souhaite une belle fin de saison, hein, aussi belle que le début de cette saison. Pour ceux qui veulent suivre les aventures du LH, ce sera donc samedi soir à 19h sur LNH TV avec le match face à Ivry. Mais du handball, il y en a dès ce soir avec Dunkerque-Nîmes à 20h sur LNH TV. Et dans le même temps, Montpellier-Aix sur beIN Sport 1. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.